durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les oiseaux, ceux majestueux qui séjournent tous les ans sur les lacs de Champagne, mais aussi ceux plus petits qui peuplent nos jardins et nos campagnes, mais qui, hélas, les peuplent de moins en moins. Nous sommes à la 11e fête de la grue et le 2e salon des oiseaux de jardin qui se déroulait du 20 au 28 octobre 2018 au siège de la LPO Champagne-Ardenne à la ferme des Grands-Parts à Outines au bord du lac du Der Chantecoq dans la Marne avec le président de la LPO Champagne-Ardenne. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Étienne Clément, bonjour. Bonjour. Un programme encore très chargé cette année pour cette 11e fête de la grue. Oui, donc c'est la 11e fête de la grue qui se termine aujourd'hui d'ailleurs sur le bord du lac du Der. Une manifestation qu'on a lancée à l'origine pour un petit peu fédérer tous les acteurs de terrain sur le lac du Der et puis pour fêter le retour des grues cendrées qui nous font l'amabilité de venir chaque année en Champagne humide et notamment sur le lac du Der qui est le site d'hivernage le plus important de France. On ira les voir tout à l'heure bien sûr. Je disais programme très chargé pour une semaine complète, expliquez-nous. Oui, alors en fait on a démarré la semaine dernière, on a une semaine complète avec 2 week-ends qui encadrent cette semaine. On a des animations un peu classiques qui sont le lever de grue, les couchers de grue, accueil sur drigue, train aux oiseaux. L'idée c'était de diversifier un petit peu les animations pour permettre à tous les publics de pouvoir en profiter. C'est-à-dire que quand on fait un lever de grue et qu'on donne rendez-vous aux gens à 6h30 sur les digues, c'est pas évident pour tout le monde. Il faut être motivé, oui. Voilà, surtout aujourd'hui parce que le froid fait son apparition. Et donc on a proposé d'autres manifestations qui permettent à des familles avec des enfants, on sait que c'est pas facile de se mobiliser le matin, de pouvoir en profiter quand même. Alors, parmi ces animations, il y a ici ce lieu d'exposition où nous sommes avec de magnifiques photos, mais ce n'est pas le seul endroit où on peut voir des photos. Non, donc en fait on a mobilisé une grande partie du lieu où notre siège est installé, qui est l'ex-maison de l'oiseau et du poisson, pour ceux qui l'ont connu. Donc on a cette année édité 3 expositions. Une sur le chardonneret, puisqu'on met l'accent justement sur les oiseaux des jardins et sur les difficultés que ces espèces qui sont dites communes ont depuis quelques années avec l'émergence des pesticides, le changement des pratiques culturales. Donc une sur le chardonneret, une qui est notre concours, on a sorti les meilleures photos de notre concours internet, et puis une autre c'est une exposition permanente puisque le site est classé refuge LPO depuis l'an dernier, ça s'appelle le refuge LPO des herbes folles. Et en fait, l'idée, c'est que les gens, quand ils se baladent, ils puissent avoir un certain nombre de conseils sur comment créer une mare, qu'est-ce que ça apporte une mare, les haies, le fauchage retardé, avoir du bâti qui accueille encore de la faune, puisque maintenant les maisons qu'on fait ne sont pas forcément très accueillantes. Donc l'idée, c'est que ça soit un refuge LPO un peu de référence où les gens puissent trouver des conseils en fait. Une fête, ça veut dire aussi à boire et à manger, il y a des artisans, beaucoup de monde. Combien de personnes on va prendre aujourd'hui à cette fête de la grue, mais si vous êtes en capacité, Étienne Clément, de nous donner un chiffre sur la semaine de la grue, parce qu'on vient aujourd'hui de très loin pour voir les grues cendrées. Oui, alors cette semaine en plus on avait 2 conditions qui étaient idéales, c'est-à-dire qu'on a les grues qui sont arrivées dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Donc on avait une dizaine de milliers de grues qui étaient là et puis il y en a 45 000 qui sont descendus d'Allemagne. Donc les gens qui sont arrivés le dimanche matin... Il y a à peu près autant de visiteurs. Non, je pense pas, mais c'est vrai qu'on vient de très loin. J'aime bien regarder un petit peu les plaques d'immatriculation sur les parkings et on s'aperçoit qu'il y a à peu près 50 à 60 départements qui sont représentés, 4 nationalités, avec beaucoup des Belges qui viennent en nombre et des Néerlandais. Donc beaucoup de monde sur toute la semaine puisqu'il a fait super beau, notamment le week-end où il y a des gens effectivement qui traversent la France parce que nous on le ressent avec notre site internet puisqu'on a une montée en flèche des visites sur le site internet et les gens viennent chercher le nombre de grues et quand les grues sont là et ils calent leur visite sur le Der au moment où les vagues de grues sont importantes. Donc finalement, Étienne Clément, pour voir les grues dans de bonnes conditions et profiter des informations, autant venir participer à cette 11e fête de la grue. L'année prochaine, ce sera la 12e, bien sûr. C'est toujours à peu près à cette même période pour les gens qui
s'intéresse déjà à la prochaine fête. Oui, alors bon, il y a des petites fluctuations, ça c'est normal, on ne commande pas la nature, hein. Mais grosso modo, ce qui est intéressant avec la grue cendrée, c'est que c'est un oiseau qui est fidèle et ponctuel. C'est-à-dire qu'aux alentours du 15 octobre, on sait que normalement les grues sont là. Voilà, les gens associent ça avec l'arrivée du froid. On pourrait dire qu'aujourd'hui ils ont raison puisque le froid arrive, mais en fait les grues migrent parce qu'elles essayent de trouver des lieux où elles ont plus de lumière. C'est-à-dire que les grues qui sont au nord de l'Europe, au plus près du cercle polaire, ont aujourd'hui des journées de 4 heures de soleil, enfin de lumière, et elles n'ont plus suffisamment de temps pour s'alimenter. Donc en fait, c'est ce qui déclenche la migration. Et pas tellement le froid comme on a tendance à le croire. Non, une grue en bonne santé qui entretient bien son plumage peut supporter des températures négatives très, très fortes, entre moins 15 et moins 20 degrés. C'est vraiment au départ la ressource. En fait, c'est la ressource. Et elle s'arrête aujourd'hui sur le lac du Der en nombre, puisque à la fois on leur offre un gîte intéressant avec le lac du Der qui est vidé en plus à cette période de l'année. Et puis tout autour, il y a une grosse transformation des pratiques culturelles, puisque maintenant il y a beaucoup de maïs qui sont cultivés. Donc elle trouve la ressource. Donc en fait, sa migration aujourd'hui est rythmée par les endroits où elle peut s'arrêter et les endroits où elle peut trouver à manger. Alors aujourd'hui, le lac du Der, Étienne Clément, est devenu un haut lieu pour la grue cendrée, mais il y a 2000 ans du temps jadis, la grue était présente partout. On n'appelait pas ça encore la France, mais en tout cas sur le territoire des Francs. Oui, c'est même pas si vieux que ça, hein. Si on remonte fin 18e siècle, début du 19e siècle, la grue nichait encore quasiment partout en France. Aujourd'hui, on a une quinzaine de couples à peu près qui sont concentrés dans un endroit de Lorraine qu'on évite de trop divulguer. Et justement, comme il y a très peu de nidification pour éviter qu'il y ait des dérangements. On ne désespère pas puisqu'on est sur une population qui va grandissante. On ne désespère pas qu'à un moment donné, elles redeviennent nicheuses, au moins sur un site comme le lac du Der. Et pourquoi elle a disparu à ce point, hormis bien sûr ici sur le lac du Der, Étienne Clément? La raison est très simple, c'est la chasse. Elle a été chassée jusque dans les années 70 et effectivement c'est un oiseau qui a perdu un grand nombre de ses effectifs. Depuis les années 70, ses effectifs vont croissant. On a à peu près multiplié par 10 le nombre de migratrices, puisque quand on a commencé à faire des suivis, nous on était sur 40 000 grues à peu près. Et aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 grues dénombrées qui traversent la France, enfin, la population pour celle qui nous concerne, donc de l'ouest de l'Europe. Donc on voit bien que c'est l'arrêt de la chasse qui a fait en sorte que la population se porte mieux. Et on imagine que ce qui est valable pour la grue l'est sans doute également pour d'autres espèces. Exactement. Étienne Clément, pendant cette semaine de la fête de la grue, ici sur le site de Champ-de-Coq, vous implantez également maintenant avec un peu plus d'assurance, parce que cette année c'est le 2e salon des oiseaux de jardin. Oui, alors on s'est aperçu en fait que il y a une vraie prise de conscience par le grand public, justement de cet effondrement de la faune de proximité. Les gens participent maintenant à des comptages participatifs, comme le comptage des oiseaux des jardins, mettre des mangeoires chez eux, mettre des nichoirs, et ils se sont bien aperçus ces quelques dernières années que à la mangeoire, il y avait quand même moins d'oiseaux qui venaient. Donc les gens nous interrogent beaucoup en disant mais est-ce que c'est normal et qu'est-ce qui se passe, voilà, les gens sont vraiment... Autant, Étienne Clément, plus de 100 ans la LPO. Envie de dire, ça fait 100 ans qu'on le répète, que vous le répétez inlassablement. Oui. C'est seulement maintenant que les gens prennent conscience, peut-être parce que justement, ils s'appperçoivent de la disparition. Oui, il a fallu qu'ils voient par eux-mêmes. Voilà, parce qu'effectivement, ça fait très très longtemps qu'on alerte là-dessus. Avant, quand on parlait de disparition d'espèces, on parlait de l'éléphant, du rhinocéros. Aujourd'hui, on parle de disparition d'espèces communes. Et les gens demandent un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, est-ce qu'on peut installer un nichoir dans notre jardin, un abri à hérissons pour les chauves-souris. En même temps, alors on voit bien, d'ailleurs à l'entrée ici de la fête de la grue, il y a des hôtels à insectes. Personnellement, je suis un peu excédé parfois par les hôtels à insectes, parce qu'on se dit mais c'est pas des hôtels qu'il en faut, ce sont des auberges, on n'arrête pas de le répéter. Est-ce que ça suffit de poser un nichoir pour sauver la biodiversité, Étienne Clément? Évidemment que non, parce que si on avait des solutions simples comme ça, il y a longtemps qu'on les aura appliquées. La biodiversité, c'est tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on constate cet effondrement de la biodiversité. Mais bon, j'ai coutume de dire récemment qu'on ne peut pas attendre grand-chose du haut.
c'est-à-dire des gens qui sont normalement décideurs et qui devraient prendre les bonnes décisions et les bonnes lois pour que les choses s'arrangent. Et je pense que c'est vraiment un élan de terrain qui va modifier les choses avec des mobilisations et que les gens, justement, poussent un peu nos élus à aller dans le sens où on doit aller pour améliorer ces choses-là. J'espère que c'est pas trop tard parce que il y a quand même des signes qui sont quand même très très alarmants. Mais voilà, si on veut faire en sorte que les choses reprennent le bon sens, il y a des décisions importantes à prendre. On oubliera les oiseaux, on oubliera les ruisseaux, on oubliera les nuages, on oubliera le sable, les sirènes aux jambes si belles, aux sourires affables. On oubliera les fleurs, on oubliera la douceur des matins de printemps. On oubliera la lenteur des arbres qui s'éveillent. Les roses au parfum d'amour ne peupleront plus notre sommeil. On oubliera l'odeur de la terre nourricière. On oubliera les rires des enfants sautant dans les rivières. On oubliera les poèmes qui naissaient aux aurores, au retour du soleil et nous rendaient plus forts. De la brise légère. On oubliera la rosée et nos godasses trempées, les papillons aux ailes dorées qui nous faisaient danser. On oubliera les repas abrités par les branches, les raisins fermentés qui accompagnaient nos dimanches. On oubliera les lutins qui traversaient les routes. On oubliera la neige, on oubliera sans doute. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à la 11e fête de la grue. Elle se déroulait du 20 au 28. On vient pour le dernier jour, ici sur le site de Chantecoq, sur le lac du Der, c'est au sud-est de Vitry. Étienne Clément, vous qui êtes le président de la LPO ici en Champagne-Ardenne, un mot quand même sur ce lieu. Vous disiez tout à l'heure, la maison et l'oiseau du poisson. Moi j'ai connu ça encore quand on parlait de la fameuse MOP. On est déjà venu vous voir d'ailleurs il y a quelques temps. Le site est, allez, on va dire, un peu à l'abandon quand même. Et grâce à vous, aujourd'hui, il revit. Oui, alors ça, c'est une grande satisfaction de cette journée. C'est-à-dire qu'on a mobilisé une partie des locaux qu'on n'utilise pas habituellement. La MOP, c'est une ancienne ferme, la ferme des Grands-Parts, qui est une grande ferme avec... il y a des poutres où on voit des dates comme 1796, donc c'était quelque chose quand même déjà très, très ancien. Et nous, on a nos sièges, on occupe une aile du bâtiment avec nos bureaux. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et puis, on a un grand hall qui s'appelle le hall de Der Nature, où justement, là, aujourd'hui, il y a un salon des exposants. Et la grande fierté du jour, c'est qu'on a utilisé une partie de l'ancienne muséographie de la Maison de l'Oiseau et du Poisson. C'est-à-dire que ça faisait très très longtemps qu'il ne s'était rien passé dans ce bâtiment-là.
Et l'idée, c'est de montrer un petit peu justement qu'avec un peu d'imagination, en invitant des gens de qualité, des intervenants de qualité, on arrive à faire venir des gens et à faire revivre ce lieu. Est-ce que finalement, ce n'était pas un peu l'illustration de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Étienne Clément, en disant, voilà, cet établissement, cette maison de l'oiseau du poisson, ex-MOP, a été finalement décidé par le haut, et finalement, c'est vous, gens de terrain, qui lui redonnez vie? Oui, mais là encore, si on n'a pas l'appui des gens qui ont les bons leviers, on n'y arrivera pas finalement. Donc à nous de remonter des idées, à nous de montrer que nos idées, elles ne sont pas incohérentes, elles sont pertinentes. Et après, si on n'a pas le soutien des gens qui savent aller chercher l'argent où il faut aller le chercher, malheureusement, nous, c'est pas notre vocation, on est associatif. En tout cas, beaucoup de visiteurs ici à cette 11e fête de la grue sur le lac du Der. Étienne Clément, on va aller faire un tour et puis bien sûr interroger un peu les gens qui sont là. Merci Étienne Clément, on se retrouvera un peu plus tard. Puisqu'à cette 11e fête de la grue, on vient de le dire, se déroule également un salon des oiseaux de jardin. Nous sommes avec Julia Dorchimon. Bonjour Julia. Bonjour. Vous êtes médiatrice nature à la LPO Champagne-Ardenne. Même les oiseaux que l'on dit communs ont tendance aujourd'hui à disparaître. Oui, c'est bien ça. Par exemple, pour les espèces des milieux agricoles, on note une baisse de moins 30%. Même pour les espèces qui sont liées au bâti. Comme par rapport à quoi ? Alors par rapport au manque de nourriture et de sites de reproduction. Par exemple, dans les milieux agricoles, beaucoup d'oiseaux nichent au sol, comme les alouettes, et il y a de moins en moins de bandes enherbées. Au niveau des oiseaux du bocage, donc tout ce qui est prairie, les haies sont bien souvent arrachées et donc c'est forcément un site de reproduction en moins. Et il y a une autre chose qui entre aussi en lice, c'est la diminution de la nourriture, notamment au niveau des insectes, en raison des insecticides qui sont épandus dans les champs. Donc alors on appelle ça des oiseaux de jardin, là vous nous parlez surtout des oiseaux finalement des champs et des bocages, mais ce sont les mêmes espèces. Ça veut dire essentiellement l'agriculture, les pratiques agricoles, la disparition des milieux et puis l'agrochimie finalement. Oui, en partie. Après, même au niveau des oiseaux des jardins, ils sont aussi bien comme leur nom l'indique, présents dans les jardins, mais ils ne sont pas uniquement dans votre jardin. Ils vont aussi se nourrir dans les champs, dans les bocages, et ils ne sont pas cantonnés à un seul jardin. Donc c'est pour ça que les jardins doivent être aménagés en faveur de la biodiversité et des oiseaux des jardins pour contrecarrer cette tendance. Alors concrètement, ça veut dire quoi, Julia Dorchimon ? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, les jardins, les gens aiment bien de l'herbe rase, peut-être de préférence quelques espèces exotiques en végétal. Si ce n'est pas des cailloux, d'ailleurs, des cailloux blancs, on voit de plus en plus, c'est un peu à la chinoise ou à la japonaise. Pourtant, on le constate, on le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors concrètement, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement planter des espèces locales, comme le cornouiller sanguin, le fusain d'Europe, le sureau noir. Regarder autour de soi, dans la forêt, dans la nature. Exactement. Des essences qui sont locales, qui vont donner des fruits que les oiseaux vont pouvoir utiliser. Parce que si vous avez par exemple une espèce exotique végétale, les oiseaux ne vont pas pouvoir utiliser leur baie parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce type de végétaux. Vous pouvez également mettre tout ce qui est nichoir. Par manque de sites, par exemple pour les espèces cavernicoles comme tout ce qui est mésange, rouge-gorge. Des espèces qui nichent plutôt dans les troncs d'arbres, les troncs creux. Et justement, ces arbres creux sont systématiquement, hélas, supprimés, soi-disant qu'ils ne sont pas jolis ou qu'ils ne donnent plus de fruits. Il ne faut vraiment pas oublier que ce sont des sites, même si l'arbre est mort, ce sont quand même des sites de reproduction et des sites de vie. Et puis comme quoi, c'est vraiment une question de culture. En Finlande, l'arbre mort est l'emblème de la Finlande. Oui. Donc comme quoi, on peut quand même changer également son regard des choses. Parmi les espèces des oiseaux de jardin, Julia Dorchimon, quelles sont les espèces les plus fragilisées aujourd'hui et peut-être l'espèce à laquelle vous êtes la plus attentive? Alors, on est surtout attentif à tout ce qui est ce qu'on appelle les passereaux de la famille des fringiles, tout ce qui est verdier et chardonneret, qui eux ont été classés dernièrement en espèces vulnérables. Et pourtant, ce sont des espèces qui sont autrefois qui étaient très fréquentes dans nos jardins et qui subissent une perte très importante. Ensuite, je voudrais attirer aussi l'attention sur tout ce qui est hirondelles. Trop souvent, les nids sont détruits.
Et donc l'hirondelle, vu que c'est vraiment une espèce liée au bâti, elle a vraiment besoin de support, d'habitation, etc. pour pouvoir nicher. Et en grande partie, à cause de tout ce qui est destruction, réduction de nourriture, en 15 ans en Champagne-Ardenne, on a une baisse de 33% de l'hirondelle de fenêtre, ce qui est considérable. Oui, ça fait un tiers de la population en Voilà. moins et on tend toujours un peu le dos pour savoir si elles vont revenir. En résumé, Julia Dorchimon, si vous avez bien compris, attention à son jardin, planter au naturel le plus possible. Planter au naturel, oui. Faucher ou tondre le moins possible. Voilà, laisser des zones non fauchées, par exemple. Aux abords de la maison, laisser des zones tondues, ça, il n'y a pas de souci. C'est pas sale, quoi. Voilà, exactement. C'est pas sale, Et c'est puis- une et puis question manger de... bio. Manger bio, oui, ça peut aider. Julia Dorchimon, je vous ai présenté tout à l'heure comme médiatrice nature. Ça consiste en quoi, ce métier de médiatrice nature? Alors, en l'occurrence, c'est pour la LPO Champagne-Ardenne. Alors la médiation, en fait, c'est tout ce qui traite des problèmes de cohabitation entre la faune sauvage et les humains. Je vais vous citer un exemple très simple. Par exemple, vous avez un immeuble qui doit avoir des travaux de rénovation, isolation par l'extérieur, d'où crépi. Sauf que vous avez, par exemple, des nids d'hirondelles en façade. L'hirondelle de fenêtre est une espèce protégée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut des dérogations pour détruire les nids. Je rappelle que les Ou alors nids je dis sont rien et puis je fais ma interdits. façade et puis voilà. Non. Non, ça c'est pas possible. L'idéal, c'est en fait la médiation, c'est essayer de trouver et de proposer des solutions aux collectivités comme aux entreprises pour pouvoir être en conformité avec la loi, en tout cas celle qui relève de la protection des espèces. Mais ça veut protégées. dire, Julia Dorchimon, qu'il faut que les propriétaires, en l'occurrence, soient volontaires, soient conscients, parce que j'imagine quand même qu'on a vite fait décrocher un nid d'hirondelle et puis ça ne se verra pas. Évidemment, ce n'est pas la chose à faire, c'est une espèce protégée, vous venez de dire, y compris son nid d'ailleurs. Mais ça veut dire quand même qu'il faut que les gens soient sensibles. Est-ce que vous, sur le terrain, on a entendu tout à l'heure Étienne Clément nous dire qu'il y avait un début de prise de conscience parce qu'on s'aperçoit que les oiseaux disparaissent. Est-ce que vous, dans votre travail de médiatrice nature, vous apercevez là aussi une prise de conscience? Alors oui, effectivement, il y a une prise de conscience, elle est encore assez marginale. Souvent, ce qui peut coincer dans ce genre de cas, c'est qu'il y a un aspect financier, mais il faut vraiment minimiser cet aspect. Quand vous avez des chantiers à des millions d'euros et acheter des nichoirs qui valent 25 euros, la balance est très importante. Donc au final, non, ça coûte pas si cher que ce qu'on pense, et il y a vraiment des solutions qui sont possibles. Et puis Donc, on voit finalement que c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, et une fois qu'on a travaillé avec des entreprises et des collectivités, ils s'aperçoivent qu'effectivement, oui, c'est possible à moindre coût, et du coup, ils nous ressollicitent pour d'autres sujets. Donc oui, effectivement, c'est possible, mais la prise de conscience est encore un petit peu marginale. En tout cas, vous y contribuez ici à cette 11e fête de la grue au lac du Der. Merci Julia Dorchimon. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors, puisque cette 11e fête de la grue et ce salon des oiseaux des jardins est également fait, bien sûr, pour les visiteurs, c'est même exclusivement fait pour eux, eh bien, on va aller à leur rencontre, leur demander ce qu'ils pensent de cette fête de la grue. Bonjour. Bonjour, Votre prénom? Corinne. Corinne, vous venez d'où? Je viens de Châlons-en-Champagne. Bon, c'est pas très très loin. Non, pas très. Qu'est-ce qui vous amène ici? Est-ce que c'est la première fois que vous venez à cette fête de la grue? Oui, tout à fait. Ça, C'est c'est la- intéressant. Donc, vous êtes un public nouveau. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, à vrai dire, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps d'un mobil-home autour du lac du Der. Et du coup, je découvre toutes les splendeurs. La grue, les grues, enfin tous les oiseaux, tout ce qu'il peut y avoir. Et je viens découvrir, effectivement. Avec une sensibilité pour les oiseaux ou ça aurait pu être une exposition de peinture Ah non, parce que je suis très, très, très... j'adore les animaux, en général, tous les animaux. Et donc là, c'est aussi une particularité du Der dont j'avais déjà entendu parler, mais que je viens découvrir et j'apprends petit à petit tout ce qui concerne les grues, puisqu'on est en pleine saison. Et j'adore, c'est très, très Vous êtes chouette. vous-même déjà militante, adhérente, est-ce que vous soutenez des associations comme la LPO par exemple? Pas encore. Ça veut Pas dire encore. que peut-être bientôt. Pourquoi pas, oui. Merci Corinne, on va vous laisser découvrir cette exposition, ces expositions et ces nombreuses animations ici à la 11e fête de la grue. Merci. De rien.
Gérard Guénaud, bonjour. Bonjour. Gérard Guénaud, vous êtes photographe animalier et on voit quelques-unes de vos magnifiques photos de grue cendrée ici à la 11e fête de la grue, ça tombe bien. C'est du 20 au 28 octobre, nous sommes là le dernier jour, sur le site de Chantecoq, au siège de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. On est toujours au sud-est de Vitry, au lac du Der. Photographe animalier, donc aussi des grues cendrées. Aussi des grues cendrées, voilà. Et alors, on va faire un exercice radiophonique, Gérard. Qu'est-ce que présentent vos photos ici? Alors, la plupart de ces photos qui sont exposées ont été prises à la ferme aux grues. À la ferme aux grues, il y a 4 observatoires, enfin 4 petits observatoires, un 5e cette année que la LPO a acquis. Pourquoi ces observatoires? Parce que quand les grues remontent du sud vers le nord, là actuellement au mois d'octobre, novembre, elles descendent du nord vers le sud, et au mois de fin février, début mars, elles vont du sud vers le nord. Donc elles remontent et elles font étape également encore au lac du Der, enfin dans les environs du lac du Der. Alors il s'est avéré au fil des années que les cultivateurs de la région du coin ici avaient leurs semences toutes fraîches dans les champs, et quand les grues remontaient, venaient picorer leurs champs. Alors qu'est-ce qu'a fait normal. Voilà, normal, tout à fait normal. Donc pour eux c'était une dégradation de leur culture. Ils se sont groupés à quelques-uns avec la LPO, ils ont trouvé un accord, et la LPO loue un champ à côté de la ferme aux grues où il y a des petits observatoires, et tous les 2 jours ils agrènent ce champ. Et vous voyez, toutes les grues arrivent par milliers dans ce champ, le matin, on va dire à l'aube, et repartent le soir dans leur dortoir sur le lac du Der. Ça, j'imagine, Gérard Guénaud, Oui. c'est une opportunité fabuleuse pour C'est un une photographe comme opportunité vous. fabuleuse pour les photographes, oui. Parce qu'en plus, on ne les dérange pas. On arrive le matin avant elle, d'ailleurs. On arrive à 6h du matin. Hein. On est dans les observatoires. C'est les observatoires où on peut être à 2 dedans. Hein. Et on les attend. Donc elles sont tout près. Hein. Vous voyez, toutes les photos qui sont prises ici, je dirais les 3/4, sont des photos qui ont été prises dans l'observatoire. Oui. Gérard Guénaud, est-ce que les gens qui viennent voir votre exposition ici, Oui. cette magnifique expo, ces magnifiques photos clichés dans une des salles de l'ancienne maison de l'oiseau et du poisson, c'est aujourd'hui le siège de la LPO, Ouais. est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ça change le regard des gens sur la grue cendrée en particulier, peut-être sur la faune en général? Est-ce que ça invite les gens est-ce que ça donne envie de protéger, évidemment, de faire des choses en faveur des oiseaux? Je pense aussi, moi, oui. Honnêtement, oui, parce que, par exemple, moi, en tant que photographe amateur, c'est de sensibiliser le public, alors que ça soit sur les grues, que ça soit sur le chardonneret élégant, que vous avez vu également à l'entrée, là, ou d'autres espèces, hein, soit les hiboux ou autres, c'est de sensibiliser le public, justement, au respect un petit peu
de la faune et flore qu'il y a dans la région. Hein. Donc c'est de sensibiliser les gens, c'est avec le regard qu'on peut leur donner par différentes attitudes que vous voyez sur les photos. Hein. Finalement, vous êtes un vendeur d'émotions. Le terme n'est pas très beau, le premier en tout cas, mais finalement, vous éveillez l'émotion. Oui, parce que nous, quand on est sur le terrain, quand on fait des photos, croyez-moi, on a beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. C'est un plaisir, pas seulement le plaisir d'être dans la nature, c'est le plaisir aussi de croiser les grues, de croiser d'autres animaux. Donc tout ça pour essayer d'immortaliser par la photo ce qu'on ressent sur le terrain. Voilà. Et on va vous laisser rejoindre vos admirateurs. Merci Gérard Guénaud. Je vous en prie, merci. Bonne continuation à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous, on va continuer notre visite ici sur cette 11e fête de la grue au lac du Der, sur le site de Chantecoq. Et parmi, évidemment, on peut avoir tout le monde parce qu'il y a beaucoup de stands. Et puis, c'est une fête de la grue, c'est également un salon pour les oiseaux de jardin. Mais j'ai envie qu'on s'arrête au stand du Centre de réhabilitation et de sauvegarde régionale de la faune sauvage. Et sur une carte, je vois le nom du responsable, Vincent Ternois. C'est vous ? Oui, c'est moi, tout à fait. Bonjour Vincent Ternois. Bonjour. Un centre de réhabilitation et de sauvegarde régionale de la faune sauvage, c'est un peu un hôpital pour les animaux blessés, mal en point de la région. Voilà, c'est ça. C'est en fait une sorte de clinique vétérinaire, même s'il n'y a pas le statut clinique vétérinaire, qui recueille toutes les espèces d'animaux sauvages. Donc nous concernant toutes les espèces d'oiseaux et petits mammifères, donc du hérisson jusqu'au blaireau. Voilà. Et c'est votre zone d'intervention, si je puis dire, s'étend sur toute la région Champagne-Ardenne. Je dis encore région parce que voilà, j'ai un peu de mal avec l'autre mot, mais tout le monde connaît bien la région Champagne-Ardenne. Oui, on est aussi attaché à cette Champagne-Ardenne. Donc c'est vrai que notre territoire, c'est normalement la Champagne-Ardenne, mais d'un point de vue pratique, essentiellement les 3 départements du Sud, l'Aube, la Haute-Marne et la Marne. Les gens qui viennent vous voir dans ce centre sont donc des gens qui vous amènent des animaux blessés. Voilà, ce sont des particuliers essentiellement qui lors de leur promenade, trouvent un animal blessé, collision véhicule, empoisonnement ou animal affaibli, et qui normalement nous les amènent directement ou les déposent chez des vétérinaires partenaires qui après nous les renvoient pour des soins plus longs. Alors ici, vous n'avez pas trop de chance parce que vous êtes dans un bar d'hommes, ils sont tous au chaud, sauf vous avec quelques autres exposants. Les gens viennent vous voir, Étienne Ternois, ici oui. Quels sont les genres de questions qu'ils vous posent ? C'est plutôt des petits conseils, des gens qui ont déjà trouvé des animaux en détresse. Alors juste ce matin, notamment des gens qui ont des problèmes avec les vérandas, les oiseaux qui se tapent dans les vérandas. Donc ils voulaient savoir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire pour arrêter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire précisément ? Il y a les figurines traditionnelles que l'on pose sur les vitres. Bon, je suis pas certain que ce soit réellement si efficace que ça. Mieux vaut laisser la vitre sale, à la limite, ça évitera les reflets. Et puis après, je leur ai plutôt donné des conseils pour essayer de mieux soigner les animaux avant de les relâcher, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut les laisser tranquilles pendant 3-4 heures dans une caisse ou un petit carton. Voilà. Et au bout de 3-4 heures, on ouvre le carton et 90% du temps, les animaux repartent tranquillement. Voilà. Donc mieux vaut rien faire, pas nourrir, pas donner à boire, les laisser vraiment tranquilles et ils se refont une santé tout seuls. seul. Comment vous êtes financé, Vincent Ternois, parce que j'imagine tout ça, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Alors pour l'instant, on a la chance d'avoir le soutien de la région Grand Est. En fait, les 4 centres, nous sommes 400 dans le Grand Est. Donc il y a le Cresserelle pour la Champagne-Ardenne, le CSFL pour la Lorraine, et il y a 2 centres en Alsace, le Gorna et celui de la LPO Alsace. Donc on a la chance d'avoir depuis 2017 le soutien de la région Grand Est, des élus de la région. Et puis après, ce sont les dons des particuliers, les adhésions. Et puis là, on va devoir travailler sur le mécénat d'entreprise, pour essayer de développer. Donc c'est vrai que ça rapporte rien et ça coûte très cher. Des financements publics. Est-ce que les gens qui viennent vous voir ici sur ce stand du Centre de réhabilitation et de sauvegarde régionale de la faune sauvage, Vincent Ternois, à l'occasion de cette 11e fête, est-ce que c'est l'occasion peut-être de trouver de nouveaux soutiens, de sensibiliser les gens ? Est-ce que
Voilà, est-ce que c'est l'occasion de faire des rencontres qui vont vous aider par la suite à remplir votre mission? Voilà, c'est ça, hein. Donc en fait, on rencontre beaucoup de particuliers intéressés. Il y a vraiment depuis quelques années une attente forte des particuliers justement sur une prise de conscience sur la détresse animale et notamment la faune sauvage. Donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à nous aider. Donc soit en tant que transporteurs, parce que voilà, nous on ne peut pas se permettre d'aller récupérer les animaux partout en région, mais ce sont des particuliers ou des bénévoles qui nous les rapatrient, mais aussi des bénévoles qui sont prêts à s'investir à nos côtés dans l'infirmerie pour apporter les soins, le nettoyage quotidien. Voilà, donc c'est surtout à ce niveau-là qu'on compte sur les gens. Votre centre, le centre que vous dirigez, Vincent Ternois, ça représente combien de bénévoles, combien d'animaux aussi pris en charge dans cette clinique? J'aime bien l'idée de clinique après tout. Voilà, donc le centre est jeune, hein, parce que finalement c'est la première année d'existence réelle. Donc là on est arrivé hier soir à 996 animaux. Voilà, donc pour une première année ça commence à faire beaucoup. Donc on estime qu'on devrait atteindre 1400-1500 animaux par an dans les prochaines années. J'imagine que le but n'est pas de faire des records. Non, en fait voilà, le score ne nous intéresse pas du tout. Par contre il témoigne vraiment d'une réalité, d'un besoin. Voilà, on n'est pas sur 10 animaux par an, on est vraiment voilà, des centaines d'animaux, des milliers d'animaux sur lesquels on peut apporter une aide. Au niveau des bénévoles, c'est une dizaine de bénévoles quotidiens, qui se répartissent sur le long de la semaine. Après, on a une centaine, voire un peu plus de bénévoles rapatrieurs, or occasionnels, d'autres plus réguliers qui nous aident pour faire fonctionner le centre. On va vous laisser accueillir des gens précisément sur votre stand. Merci Vincent Ternois. Merci à vous. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, hier et demain. Le vent les portera. Les petits cons bandoulières, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins, on en pose un et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon... Étienne Clément, vous êtes le président de la LPO Champagne-Ardenne, 11e fête de la grue, ici sur le lac du Lair. Président, ça veut dire bénévole, c'est un boulot fou, non? Bénévole à temps complet, voire même plus souvent, parce que
On a aujourd'hui effectivement des tas de terrains où il faut qu'on soit présent, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on donne notre avis, il faut qu'on montre qu'il y a des décisions à certains moments qui ne vont pas dans le bon sens. Donc ça implique effectivement un gros travail d'écrit, d'administratif, d'envoi de courrier, de réaction. Donc il faut qu'on soit sur tous les fronts, d'autant que la LPO aujourd'hui on préfère dire aujourd'hui LPO Ligue pour la protection des oiseaux parce que justement on ne se mobilise pas uniquement pour les oiseaux mais pour la faune en général et puis pour les milieux aussi parce qu'on sait très bien que si on ne protège pas les milieux on ne protégera pas les espèces. Alors à certains moments quand on voit des choses qui sont aberrantes il faut aller au tribunal, ça nous arrive aussi. On a des actions en justice actuellement sur des affaires de braconnage, sur des affaires d'arrachage de haies, des choses comme ça. Ça demande aussi du temps parce qu'il faut se déplacer, il faut aller rencontrer le juge, il faut passer l'après-midi là-bas en attendant de passer à son tour. Bon voilà, mais je pense que c'est la seule solution pour qu'à un moment donné les gens... Mais comment vous trouvez cette énergie, Étienne Clément? Parce que moi j'ai coutume de dire que finalement ceux qui détruisent la nature s'enrichissent. Ceux qui la protègent sont des bénévoles. Oui, mais c'est parce que je pense que déjà, tant au niveau des bénévoles qu'au niveau des salariés ici, moi je trouve des gens vraiment de qualité, avec des valeurs que je partage. Par exemple aujourd'hui on est sur une manifestation tout public, il y a des salariés qui sont là et qui passent leur journée en bénévolat. Ce sont des métiers passionnants. Voilà, donc on se retrouve tous sur à peu près le même vecteur de passion et d'envie de faire bouger les choses. Donc ça je pense que c'est déjà hyper stimulant d'évoluer dans un milieu comme ça. Et puis après c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que on ne fera bouger les choses que par nous-mêmes. Voilà, et on sait très bien qu'on a vu encore récemment sur des décisions politiques qui ont pu être prises, le départ de Nicolas Hulot, le lobby de la chasse, etc. On sait que si c'est pas nous qui remuons le cocotier, il bougera pas tout seul, quoi. Et est-ce que la solution, Étienne Clément, c'est pas aussi de se professionnaliser? Vous avez, vous, à la LPO, notamment Champagne-Ardenne, des salariés. Est-ce que le bénévole peut tout faire? Alors, le bénévole peut pas tout faire. En fait, sur la LPO Champagne-Ardenne, le bénévole vient en appui du salarié et inversement, c'est réciproque. C'est-à-dire qu'à certains moments, sur une manifestation comme aujourd'hui, on a mobilisé plusieurs dizaines de bénévoles parce qu'il faut être à l'accueil sur des expos, il faut être à l'accueil sur le stand, il faut voilà. Sur une semaine comme la fête de la grue, on a plusieurs dizaines de bénévoles qui sont mobilisés, sachant qu'effectivement on est sur une manifestation où on n'a pas de retour sur investissement, donc on ne peut pas engager de salariés. Mais à certains moments, sur des opérations bénévoles, on va chercher des salariés parce qu'il faut des techniciens. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Étienne Clément, président de la LPO Champagne-Ardenne, qui organise la LPO Champagne-Ardenne, cette 11e fête de la grue, c'est du 20 au 28, c'est le dernier jour. Voilà, nous sommes venus vous voir ici sur le lac du Der, c'est au sud-est de Vitry. Coup de cœur ou coup de gueule? Les deux, mon capitaine, comme on dirait. Coup de cœur parce que sur toute cette semaine, on rencontre des gens très intéressés, sensibles, qui sont ouverts, qui posent des questions, qui nous demandent des conseils, qui s'intéressent au milieu dans lequel, à leur environnement. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a des publics peut-être moins passionnés que dans le temps où il fallait quasiment être ornitho soi-même, ornithologue, s'intéresser aux oiseaux pour venir à une fête comme celle de la grue ici sur le lac du Der? Est-ce qu'il y a un public nouveau, Étienne Clément? Je ne sais pas s'il est nouveau, mais on a un grand public qui sont... Alors ce qui est intéressant avec la fête de la grue, c'est qu'on peut faire quelque chose grand public. C'est sûr que si on veut faire de l'ornithologie sur d'autres espèces, avec des migrations qui sont plus diffuses, si on parle par exemple du milieu royal, ou voilà, j'en cite une au hasard, c'est compliqué. Avec la grue cendrée, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, elles sont ponctuelles, elles viennent en nombre, elles sont bruyantes, c'est gros. Donc voilà, elles sont photogéniques. C'est une bonne tête de gondole, voilà, la grue. Et du coup, on arrive à capter le grand public, des gens qui ne vont pas forcément effectivement aller vers de l'ornithologie pointue, mais qui ils s'intéressent à ça. Et puis ça fait partie c'est un symbole de notre région maintenant, et je pense qu'ils sont assez fiers de ça. Après, coup de gueule,
certaines personnes qui ne se rendent pas compte effectivement des efforts que ça nécessite. On n'est pas top sur tout parce qu'on le fait de manière bénévole avec les moyens qui sont les nôtres. Donc forcément il y a des petits bugs à droite à gauche, donc ça demande un petit peu d'indulgence de temps en temps. Si on a oublié de donner un bon horaire, si on s'est trompé sur Là, vous êtes en train de nous une dire, adresse. Étienne Clément, qu'il y a des gens qui râlent. Il y a des gens qui râlent, voilà, qui ont un comportement de consommateur, qui viennent, alors qu'on est sur une manifestation entièrement gratuite. Je pense que ça mérite d'être souligné parce que ça devient de plus en plus rare. Et puis un programme considérable, on l'a vu. Oui, avec des comptes, avec des conférences, avec des ateliers, avec des jeux, et tout ça est gratuit. Donc de temps en temps, on a envie de dire aux personnes, oui, soyez indulgents, quoi. On n'est pas des professionnels à ce niveau-là. Venez aider, surtout. Oui, aussi. Voilà. Finalement, vous avez besoin de bénévoles. Oui, mais des manifestations comme celle-là créent aussi justement ce genre de choses où les gens se disent, comment je peux faire, voilà. Est-ce que je peux vous rejoindre, ou est-ce que j'adhère où, mais j'aimerais bien aller plus loin. Voilà, on arrive à récupérer quelques personnes aussi. Est-ce que finalement, Étienne Clément, une fête de la rue comme celle-là, une fête comme celle de la fête de la rue plutôt, est-ce que c'est pas finalement à l'image de notre société, c'est-à-dire que vous disiez à l'instant, on consomme, sans peut-être se rendre compte que c'est précisément notre acte de consommation qui est à l'origine de la disparition de la biodiversité. Finalement, quand on parle d'agrochimie, on se dit mais tous ces produits phytosanitaires que l'on épand sur les champs, ça sert à produire des aliments, mais on ne les achèterait pas. Ça ne se vendrait pas. Oui, c'est sûr. Maintenant, je trouve qu'une des grandes vertus d'une manifestation comme celle d'aujourd'hui, c'est que justement, ça rapproche les gens de la nature. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui me disait, moi j'ai mes enfants, on sait qu'aujourd'hui les tablettes, les enfants passent beaucoup de temps sur les tablettes, ils sont moins dehors, ça génère un certain nombre de problèmes. Et il dit, il était content d'amener ces enfants-là pour qu'ils construisent un nichoir, qu'ils fassent un coloriage d'un oiseau. Voilà, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune avec mon enseignante qui faisait des journées découvertes le jeudi après-midi. On allait découvrir les premiers coucous, les premiers muguets, ramasser les châtaignes, etc. Malheureusement, ça se fait plus parce qu'on sait que c'est très contraignant. Et des manifestations comme ça, justement, ça permet de rapprocher un petit peu tout le monde de la nature. Et je pense que ça aussi, ça se mérite là. Tout à l'heure, Julia Dorchimon, médiatrice nature, nous parlait de chasse, nous parlait d'agrochimie. Vous-même parliez de chasse tout à l'heure, Étienne Clément, à propos de la disparition des grues cendrées du temps où elles étaient encore chassables et chassées du reste. Est-ce que ce public-là vient à la fête de la grue ? Les chasseurs, non, forcément, parce que... Après tout, non, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, entre la LPO et la chasse, il y a quand même des positions qui sont quand même... Ils le crient partout, sur tous les toits. Qui sont les premiers, oui, de France, on est d'accord. On cherche là. Maintenant, comme je dis, je pense pas qu'ils ont envie de s'afficher en disant on est allé sur une manifestation LPO. Voilà. Ça nous empêche pas d'avoir à certains moments alors je dirais pas des rapprochements, mais des cohabitations qui sont pas moins conflictuelles qui pourraient y paraître. Voilà. On a par exemple un dispositif qu'on appelle diagnostic de la biodiversité communale qu'on déploie sur certaines communes. On va rencontrer le conseil municipal. Dans le conseil municipal, il y a aussi des chasseurs. Le matin, quand je vais boire mon café, je le bois aussi avec des chasseurs. Je sais qu'ils partent ce matin, ils partaient à la chasse. Je vois bien comment ils sont habillés. Je sais bien que c'est des chasseurs. Ça ne m'empêche pas de discuter avec eux. Donc, ça ne m'empêche pas d'être en conflit avec eux à certains moments. Comme je dis toujours, la LPO, elle n'est pas anti-chasse. Elle est anti quand la chasse ne se justifie pas et quand elle est mal faite. Voilà. Donc il y a des chasses, je ne dis pas qu'elles se justifient, mais elles peuvent s'expliquer. Par contre, il y a d'autres chasses, on ne sera jamais d'accord avec, comme par exemple la vénérie sous terre, le déterrage de blaireaux, où là on ne cautionnera jamais ce type de chasse. Alors si on tombe sur des chasseurs un peu compréhensifs, on va s'entendre. Si on tombe sur des chasseurs qui ne le sont pas, malheureusement il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Les chasseurs vont vous dire que ce sont tous des bons chasseurs, que non, les autres mauvais chasseurs, voilà. Ce sont des non, mais autres. je veux dire, il y a des gens qui sont plus compréhensifs que d'autres. Et les agriculteurs ? Les agriculteurs, ça reste compliqué aujourd'hui, mais c'est pareil, c'est plutôt le système qu'il faut attaquer. Voilà, je pense que les agriculteurs d'aujourd'hui sont enfermés dans un système qui les emmène, je pense, dans le mur, d'ailleurs. On essaye, nous, de dire il y a d'autres voies,
Il y a d'autres possibilités à choisir. Je pense qu'il y en a certains qui font le choix. Voilà, on connaît des agriculteurs dans le coin, dans notre environnement, qui ont fait des choix totalement différents. Et on les accompagne justement dans ces choix-là en leur disant qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que vous en sortiez quand même. Merci Étienne Clément. Merci. Voilà pour ce reportage sur la 11e fête de la grue et le 2e salon des oiseaux de jardin qui se déroulait du 20 au 28 octobre 2018 au siège de la LPO Champagne-Ardenne à la ferme des Grands-Parts à Outines, au bord du lac du Der Chantecoq, dans la Marne, mais aussi sur de nombreux sites à proximité. Avec Étienne Clément, président de la LPO Champagne-Ardenne, Julia Dorchimon, médiatrice nature dans cette même association, Gérard Guénaud, photographe animalier, Vincent Ternois, responsable capacitaire du Centre de réhabilitation et de sauvegarde régionale de la faune sauvage, le Cresserel, et Corinne, une visiteuse. Pour en savoir plus, soutenir la LPO, participer à ses nombreuses actions et pourquoi pas préparer d'ores et déjà votre participation à la fête de la grue et au salon des oiseaux de jardin en 2019, rendez-vous sur champagne-ardenne.lpo.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre On oubliera par Yvan Marc, paru sur l'album Nos Dimanches sorti en 2018, Le Retour des grues, tiré de la musique composée par Bruno Coulet du film Le Peuple migrateur, réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzot et Michel Debat, sorti en 2001. Et enfin, Le Vent nous portera du groupe Noir Désir, paru sur l'album Des visages, des figures, sorti en 2001, interprété ici par la Suissesse Sophie Unger, paru sur l'album 1983, sorti en 2010. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.